Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dossier sur Koh Lanta. J'espère qu'elle vous plaira. La dernière vidéo dossier était comment sauver la finale de Koh Lanta et la vidéo avait plutôt plu, donc j'étais très content des retours. Cette vidéo est diffusée en direct sur ma chaîne YouTube, je serai avec vous dans les commentaires live, et puis après bien sûr en commentaire pour pouvoir vous répondre. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et ça sera un grand plaisir de vous y retrouver. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, à la liker, à vous abonner. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail, donc n'hésitez pas à me soutenir sur Utip, à faire des dons si vous voulez. En tout cas si vous le pouvez surtout, parce que voilà, si jamais vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Mais voilà, c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail. Je vous dis pas, là, le fichier Word que je vais vous faire fait 8 pages. Donc ça va durer un moment. Prenez une bière, prenez un petit thé vert, prenez ce que vous voulez. Ça va prendre un petit moment. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Puisque le thème de cette vidéo, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, je suppose, c'est le fameux et légendaire que je vois trop souvent et qui m'énerve énormément. Et c'est une vidéo qui, je pense, contrairement à la vidéo de la finale, il va beaucoup diviser, mais celle-là, j'ai hâte de vous lire. C'est le fameux et légendaire Koh Lanta, c'était mieux avant. Alors, déjà cette phrase, elle veut rien dire, hein, parce que le avant, où est-ce que vous placez le avant? Donc déjà, on va tous se mettre d'accord qu'il y a deux périodes dans Koh Lanta. Il y a la période avant 2016 et après 2016. Période avant Alexia Laroche-Joubert, période après Alexia Laroche-Joubert. Alors, les critiques sur Koh Lanta que l'on retrouve en 2020 et qui sont très acerbes, et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est d'essayer de comprendre pourquoi ces critiques étaient aussi acerbes. Premier point. Le point, il y en a trois. C'est devenu de la télé-réalité. Avec donc des candidats de télé-réalité type télé-réalité, type Énergie 12 W9. Ça se joue plus au mérite. Alors ça, le deuxième critère, soi-disant donc avant, ça se joue au mérite. On va y revenir. Et que, troisième critère, la production magouille énormément. Et surtout, elle encourage les stratégies, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, on va y revenir parce qu'il y a des pour et des contre. Bref, ces trois points-là, pour moi, sont les trois points centraux et les points sur lesquels, on va dire, se basent ceux qui critiquent le programme en ce moment. Et surtout, font des propos qui ne font pas forcément sens. En tout cas, on va y revenir. Donc, la raison de ça serait l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert en 2016, qui est une spécialiste de la télé-réalité. Donc forcément, déjà, elle a une mauvaise pub avec elle. Et donc, à partir de 2016, j'ai décidé de reprendre les Koh Lanta qui a eu lieu. Alors, il faut savoir que avant 2016, un des derniers Koh Lanta, on va dire classiques, c'est qui n'a pas été touché par Alexia Laroche-Joubert, c'est Koh Lanta Johor. Le Koh Lanta Johor, si vous ne savez pas lequel c'est le Koh Lanta de Marc. Alors, le Koh Lanta de Marc, je vous conseille d'aller le revoir, parce que beaucoup d'entre vous, je suppose, ne l'ont pas vu. Parce que le Koh Lanta de Marc, effectivement, c'est vrai que ça fait un peu, parce que souvent beaucoup de gens me le citent, c'est-à-dire que c'est l'exemple même du Koh Lanta qui se gagne au mérite. C'est vrai parce que Marc était le plus méritant. Mais vous avez vu la saison de Marc, parce que la saison de Marc, elle est pas Jojo, hein. Moi je me la refais pas tous les jours, hein, parce que le reste du casting était pas terrible. D'ailleurs, Marc les avait pris en grippe, quelque chose de assez violent à l'époque, pour ceux qui se souviennent. Et Marc était assez insupportable sur le camp, mais il était très doué, il était très fort sur les épreuves, il était vraiment... Enfin voilà, il avait plein de qualités. Et c'est une saison qui est assez sympa à suivre, moi je trouve qu'elle est plutôt divertissante, j'en ai un bon souvenir, mais quand même, le casting était pas 9 étoiles, hein, et je vous le dis tout de suite, il n'y avait pas des aventuriers spécialistes de la survie et de la chasse dans tous les mecs et toutes les filles qu'il y a, hein, je vous le dis tout de suite, c'était pas du tout l'ambiance, hein. Je vous conseille d'aller revoir le casting, vous allez pleurer, hein. Y a beaucoup de gens qui sont des gens tout à fait normaux, et qui voilà, sont des aventuriers qui veulent simplement vivre l'aventure d'une vie. Et on y reviendra plus tard d'ailleurs. Et la saison suivante, ça serait donc Koh Lanta Thaïlande. Alors Koh Lanta Thaïlande, ce serait la saison de la rupture. Donc on est en 2016, elle est diffusée en 2016, sauf qu'on sait très bien, pour ceux qui suivent la série, le programme, que Koh Lanta est filmé plusieurs mois à l'avance. Donc, vu que c'est filmé plusieurs mois à l'avance, elle a eu aucun lien là-dedans. Même si par contre, elle est arrivée au moment de la diffusion, de la fin de la diffusion, donc elle faisait la promotion à ce moment-là. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a été là, mais elle n'était pas présente, donc elle n'a eu aucun impact sur cette saison. Et pourtant, Koh Lanta Thaïlande est une des saisons qu'on pourrait prendre comme exemple du Koh Lanta dont je viens de citer les critiques. Parce que c'est le Koh Lanta de Pascal, c'est le Koh Lanta de Karima, c'est un Koh Lanta avec de la stratégie, avec du collier d'immunité, pas de mérite à la fin, puisque c'est Wendy qui gagne. Alors là, question mérite, si jamais vous me dites qu'elle mérite, elle mérite, ah bah elle mérite. Ah bah elle mérite tellement, c'est incroyable. C'est peut-être l'un des plus... Enfin, personnellement en tout cas,
Voilà, j'en dirai pas plus. Même si Pascal lui a quasiment donné la victoire à cause de son discours de fin, mais ça c'est un autre problème. Mais par contre, c'est une saison que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Parce qu'il y a plein de retournements de situation, parce que c'est très riche, parce que les épisodes, les conseils étaient géniaux, parce qu'il y avait des personnalités très fortes dans cet épisode. Et c'est vrai qu'il y a déjà, en fait, quand je vous cite tout ça, il y a déjà toutes les critiques que je vous ai faites tout à l'heure. Là, quand je reprends ma liste, c'est devenu de la télé-réalité avec donc des candidats type télé-réalité. Bah, par exemple, on avait Karima, qui n'est pas une candidate type télé-réalité parce qu'elle est militaire, etc. Mais par contre, sur des critères esthétiques dont on reviendra plus tard, bah, c'est une très belle femme. Et ben voilà, on pourrait la critiquer, on pourrait dire ah là là, vous avez vu, c'était la Inès de cette époque. Ben non, pas du tout. Mais pourquoi elle a pas subi de critiques? C'est parce que c'était une excellente aventurière et qu'elle a su être au niveau. Et on y reviendra plus tard parce que ceci est pour moi pas toujours suffisamment bien utilisé. Et il y a beaucoup de démagogie sur ce qui est dit en ce moment, en particulier sur Inès et sur plein d'aventuriers de cette saison. Je vous préviens, il y a des risques d'énervement dans cette vidéo, je vous avais prévenu, pour ceux qui ont vu ma review, il y en a qui vont en prendre plein la tête. Ça se jouait plus au mérite, vachement, hein, vachement au mérite, il y a énormément de stratégie dans cet épisode, autant vous dire que le mérite, c'était pas du tout le cas dans cette saison. Et aussi, les questions des bagouilles, bah il y en avait, hein, parce que des co-éliminalités qui apparaissent, des machins, etc., ça y allait. Donc, c'est un Koh-Lanta. Alexa Laroche-Joubert, elle a rien à voir avec ça, c'est un des derniers Koh-Lanta avant le sien. Il a déjà tous les défauts qu'on pourrait citer. Donc, déjà, le c'était mieux avant, déjà, ça n'a aucun sens. Donc, sûrement que le c'était mieux avant, ça va concerner des vieilles saisons. On va y revenir. Mais les vieilles saisons, en fait, moi j'estime qu'il y en a très peu qui les ont vues. Il y en a très peu qui les ont vues. La plupart des gens qui parlent de Koh-Lanta aujourd'hui ont commencé les saisons de Koh-Lanta. Moi, je l'estime à la saison de Koh-Lanta avec Dylan. On en parlera plus tard. J'estime à cette saison-là parce que c'est une saison qui avait fait beaucoup de buzz à l'époque, puisque voilà, il y avait eu beaucoup d'images, Dylan avait fait beaucoup de promos, etc. Et puis bah, c'est une saison qui avait eu beaucoup de coups de gueule, etc. Et je pense que c'est une des saisons, c'est la saison pour beaucoup qui a relancé l'intérêt de certains dans Koh-Lanta, et on y reviendra plus tard. Et donc c'est la saison qui arrive juste derrière. Alors comme je vous l'ai dit, hein, la saison de Koh-Lanta en Thaïlande, c'est une Koh-Lanta qui a déjà tous les défauts du monde, mais Alexa Laroche-Joubert n'a rien à voir avec ça, donc c'est bien beau de dire c'était mieux avant, ça l'est pas forcément. Puis ensuite, alors là il y a le fameux, le légendaire, hein, Koh-Lanta l'île au trésor. Alors Koh-Lanta l'île au trésor, c'est Alexa Laroche-Joubert, c'est une catastrophe absolue, elle a voulu mettre des nouvelles règles parce qu'elle s'est dit je vais relancer le jeu, je vais préparer plein de nouvelles règles, ils vont être contents, c'est une catastrophe. Le casting, c'est une catastrophe, les règles, c'est une catastrophe, le suspense, mais on oublie, le scénario, on oublie, y a rien, les stratégies, mais elles sont nullissimes, y a rien, les personnalités, y en a aucun qui est attachant, ce sont des plantes vertes terribles pour la plupart, sauf Candice et Jérémy, qui seront réutilisés dans les saisons All-Star et qui sont les seuls à s'en sortir dans cette saison et à ressortir de ce bourbier. Parce qu'autant vous dire que c'est une catastrophe. Même le gagnant, avec tout le respect que je peux avoir pour lui, c'est un bon aventurier, mais voilà, sur d'autres saisons, ça aurait été un aventurier plutôt moyen. Hein. Aujourd'hui, je pense que voilà, hein, si on mettait dans la saison d'aujourd'hui ou même dans la saison de Maxime il y a un an, je pense que voilà, ça serait pas du tout le même aventurier qu'on imagine aujourd'hui. Bref, en tout cas, donc elle arrive. Il y a des personnalités un peu télé-réalité comme on l'imagine, c'est-à-dire avec des filles qui sont estimées comme jolies, qui sont donc pas actives sur le camp, des aventuriers qui sont pas tip-top, mais qui sont plutôt beaux physiquement aussi, donc ça joue. Il y a du clash, il y a du machin, etc. Donc, et en plus les nouvelles règles, bref, le Koh-Lanta que les gens aiment, qu'on aime, que moi j'aime, avait été bien sali. Et donc Alexa Laroche-Joubert a été mise au pilori de tous les problèmes de Koh-Lanta, c'est-à-dire que là on lui a jeté des cailloux et on n'a pas hésité. Et ce qui s'est passé, c'est que la saison rupture pour moi c'est pas celle-là. Parce que celle-là en fait, elle était daubée de base, c'est-à-dire que les règles de ce Koh-Lanta là ont fait que le Koh-Lanta il était nul. Parce que Benoît, la façon dont il utilise son anneau par exemple, ça n'a jamais été précisé que ça pouvait marcher comme ça, et ben ça marche comme ça et on s'en fout. Bref, c'est folklorique, un jour si vous faites cette saison, vous allez voir, mais oh, c'est incroyable, il n'y a rien qui tient debout. Si vous êtes fan de Koh-Lanta, il n'y a rien qui tient debout, mais c'est pas grave. À l'époque, moi en tout cas personnellement, c'est pas une saison que j'en garde un très bon souvenir dans toutes les saisons de Koh-Lanta. Donc c'est vrai qu'Alexa Laroche-Joubert, elle arrive, et elle nous produit peut-être une des pires saisons de Koh-Lanta, ça dépend où vous la classez, selon votre cas. Donc, voilà, elle était la coupable désignée. Mais, pour moi, comme je l'ai dit, c'est un Koh-Lanta particulier, parce qu'elle a voulu faire un truc particulier, etc. Donc elle va arriver avec le Koh-Lanta Cambodge en 2017, qui est le premier Koh-Lanta, on va dire, classique.
où on met pas de règles bizarres, on met pas ce que je voulais, on met pas de l'île au trésor, etc. Mais on va quand même, parce qu'Alexa Laroche-Joubert, elle se refait pas, on va faire des nouvelles règles. Parce que on va pas autant modifier que d'habitude, mais on va faire, c'est le Koh-Lanta de Dylan, donc avec des candidats bien chauds. On a 3 équipes. Et aussi, donc, on a un Koh-Lanta, je vais vous donner le casting, donc il y a Dylan, mais il y a aussi Yves, qui est devenu assez légendaire, Yacine, Clémentine, Vincent, Frédéric qui sera le gagnant, qui pour moi est un bon gagnant de cette édition de Koh-Lanta. C'est pas un survivaliste, etc. Mais par contre, il avait fait pour moi aucune erreur dans son Koh-Lanta et dans ses choix, et c'était un bon gagnant. Mathilde, qui était plutôt, je trouve, une fille plutôt sympa, même si elle a jamais été ultra performante. Moi, je l'ai trouvée plutôt attachante et plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Sébastien, qui était plutôt sympa, très discret, mais moi je le trouvais plutôt sympa. Corentin, très fun, assez marrant, assez drôle, j'aimais beaucoup. Et le fameux Sandro. Bref, un casting pour moi 9 étoiles pour une saison absolument géniale. C'est une saison avec des nouvelles règles et ce Koh-Lanta va être complètement bousillé parce que dès le premier conseil, Dylan va être éliminé par l'équipe bleue parce qu'il le trouvait insupportable. Donc en fait, le gros élément sportif du jeu, ce qui est normalement pas le cas, est éliminé avant la réunification. D'habitude, on attend. Alors il y a le cas de Théoura dans notre saison à nous actuellement, mais qui avait été éliminé par Ahmad, on s'en souvient. Mais d'habitude, les stratégies sportives, et anti-sportives on pourrait dire, arrivent plus tard. Et encore le mot anti-sportif, on y verra plus tard parce que c'est pas forcément le cas. Bref, il n'y a pas forcément de nouvelles règles, c'est surtout qu'il y a 3 équipes. Ça ne change absolument rien aux règles d'origine, c'est simplement qu'il y a 3 équipes, avec donc une équipe bleue. Mais cette fois, donc ça reste en accord avec le jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs étranges, voilà, ça reste honnête. Mais par contre, alors écoutez bien cette saison, pour moi, c'est la saison dans laquelle beaucoup de gens ont démarré. Enfin, ou en tout cas ont redécouvert et se sont réinvestis dans Koh-Lanta. Pourquoi? Alors parce que il y a des stratégies géniales. Sandro, mais pour moi, c'est absolument, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Les ambassadeurs avec Sandro, c'est un truc, je pense qu'on peut s'en souvenir pendant des années. Et Yacine, qui donc, je vous dis même pas, mais Sandro à l'époque, ce qu'il avait fait à Yacine, mais je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui et la réaction sur les réseaux sociaux, mais mon Dieu, mon Dieu. Les meilleurs sont éliminés très tôt, quoi. Comme Dylan et Yacine, des candidats qui sont jugés comme assez beaux, hein, on imagine bien notre ami Dylan, des candidats donc qui sont plutôt esthétiquement beaux avec des jolies filles comme par exemple Mathilde, des personnalités très clivantes comme Clémentine, des gros sportifs comme Vincent, comme Sébastien, comme Yacine, etc. Des candidats sympas mais sans plus. Par exemple, il y a, je vous l'ai dit, donc Sébastien, Corentin, moi que j'aime bien, Mathilde que j'aime bien, avec des saisons où il y a du collier, il y a de la trahison, dédicace à Yves, il y a du coup de gueule, alors ça du coup de gueule, hein, avec Yves qui gueule de partout, bref, des ambassadeurs assez mythiques, que je l'ai dit tout à l'heure, et donc au final si je vous fais un bilan de tout ça, c'est une saison absolument où il se passe énormément de choses. Par contre, c'est vrai que sur les épreuves, j'ai pas souvenir d'une épreuve phénoménale, mais parce que le niveau était plutôt cohérent, il n'y avait pas quelqu'un qui marchait sur le jeu comme on peut avoir dans certaines saisons. Là, c'était plutôt sympa, en plus les stratégies étaient plutôt cool à voir, il y avait, c'était assez sympa à suivre parce que les discussions, pareil, les conseils étaient plutôt cool. Moi en tout cas, c'est une saison que j'aime bien. Sauf que c'est une saison, là, pour moi, il y a 2 réactions possibles. Soit vous la détestez, mais alors vous avez envie de lui jeter des cailloux, soit c'est une saison que vous aimez bien. Et comme je viens de vous le dire que je l'aimais bien, ben, c'est un vrai problème, parce que là, pour moi, c'est la saison rupture, c'est pas la saison de l'île au trésor. L'île au trésor, elle est pas bonne, etc. Celle-ci, c'est une saison qui est une vraie saison de Koh-Lanta, une saison sans les défauts d'une saison de Koh-Lanta. C'est juste que le scénario n'a pas été n'a pas avancé dans le sens des spectateurs. Sauf que là, la production n'a pas essayé de sauver Yacine, n'a pas essayé de sauver Dylan avec des colliers ou ce que vous voulez, ou des épreuves pour rattraper, etc. Ils ont rien fait pour ça. Donc à l'époque, ils ont pas tant magouillé que ça. Quand on regarde, à l'époque, ça magouillait pas, ça a magouillé beaucoup plus derrière. Mais là, c'est un des premiers Koh-Lanta d'Alexa Laroche-Joubert, et pourtant ce Koh-Lanta il reste assez... C'est un Koh-Lanta en fait qui est suffisamment spectaculaire par ce qui se passe, qu'il n'y a pas besoin d'en surrajouter. Et moi par exemple, je peux vous parler d'un truc,
Le scénario, je le trouve génial. Alors, le casting est extrêmement polyvalent. Il y a des sportifs, il y a des stratèges, Sandro, Clémentine, qui sont géniales, qu'on a envie de détester, mais c'est le but aussi, c'est le but. Moi j'adore, quand on a des personnages très attachants, qu'on déteste, il faut tout quoi. Des retournements de situation, de l'action, il y a aussi des méchants qui sont punis, je mets des méchants entre guillemets, puisque Sandro part éliminé et donne son colis à Clémentine qui l'avait éliminé, et là lui lance un tacle assassin à la jugulaire. Elle lui dit mais t'es complètement débile, en plein conseil comme ça, absolument magique, c'est un de mes conseils préférés. La trahison de Yves, avec où il écrit sur son mur, enfin sur une planche, enfin, c'était insane. Clémentine qui ne prend une raclée en finale, donc ne gagne pas. Bref, une saison avec de la rage. Bah, plutôt du bon sportif, par exemple Vincent va quand même assez loin dans la saison, même s'il finit par se faire éliminer puis il revient sur blessure, qui subiront des stratégies, mais c'est bien parce que c'est le but aussi qu'il y ait des stratégies dans le jeu, etc. On va y revenir parce que certains les dénoncent, et ils n'aiment pas ça, mais personnellement j'estime que ça fait partie du cœur du jeu, et ça voudrait dire que donc avant il n'y avait pas de stratégie, alors qu'en réalité il y en avait, je vous en reviendrai après. Bref, j'étais très investi dans cette saison, et j'avais été déçu comme beaucoup, hein, que Yacine soit éliminé, que Dylan soit éliminé, mais ça faisait une saison avec énormément de surprises, énormément de choses. Franchement, Sandro qui arrive à éliminer et Yacine qui l'emmerdait et récupérer un collet d'immunité, c'est quand même un classique pour moi des ambassadeurs. Hein. Je l'estime comme étant un des plus grands ambassadeurs de tous les temps. Hein. Bref, le plus important pour moi, c'est de rappeler quelque chose, c'est que le but de cette émission, c'est que c'est une émission de divertissement. Et en fait, le fait que ça soit une émission de divertissement, ça enlève quelque chose que je vais peut-être vous apprendre, et j'ai hâte de vous lire sur le chat au moment où je vais prononcer cette phrase. C'est que n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette saison-là. Est-ce que cette saison a été une bonne saison ou une saison affreuse pour vous? Parce que ça va changer énormément de ce que je vais vous dire après. Parce que ceux qui pensent que la saison a été affreuse, eh ben c'est souvent ceux qui sont les plus virulents sur les stratégies, sur les choses qui empêchent les sportifs, les grands sportifs, c'est-à-dire ceux qui gagnent toutes les épreuves, d'aller loin dans le jeu. Parce que dans cette saison, il y a tout ce que les gens-là n'aiment pas. C'est-à-dire des colliers qui sont utilisés, qui sont bien utilisés, des stratégies qui sont utilisées pour faire perdre les plus forts, etc., etc. Bref. Et pourtant, on arrive quand même à avoir Vincent au bout. C'est-à-dire que malgré tout ça, Vincent qui se fait éliminer, qui revient, etc. Enfin bref, il y a plein de choses à l'époque et on avait réussi en tout cas à avoir une saison suffisamment compétitive, je trouve, dans l'épreuve d'orientation, pour qu'elle soit suffisamment cool à regarder. Et moi j'ai un super souvenir de cette finale parce que c'est une très belle finale et on a un bon gagnant d'ailleurs cette saison. Je trouve que c'est un bon gagnant. C'est sûr que c'est pas un sportif de haut niveau, c'est pas Grégoire, ce n'est pas Freddy, mais ça n'a jamais eu vocation à l'être. Et beaucoup de gagnants de Koh-Lanta, et on y reviendra, ne sont absolument pas ni des Grégoire ni des Freddy. Et d'ailleurs, exemple majeur, Claude n'a jamais gagné Koh-Lanta et il a quand même fait 2 Koh-Lanta et il n'en a pour l'instant gagné aucun. Souhaitons-lui qu'il le gagne cette année. Mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, c'était donc des saisons qui sont bien avant Alexa Laroche-Joubert. Hein. Et donc, quand on vient de dire qu'il y a du mérite, on va y revenir, mais c'est quand même folklorique. Bref, n'hésitez pas à me dire sur le chat ou en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison parce que ça m'intéresse énormément. Maintenant, donc, pourquoi cette vidéo? Parce que, retenez bien cette phrase. Koh-Lanta, je vous l'ai dit, c'est une émission de divertissement. Mais en fait, si je devais décrire ce qu'est Koh-Lanta, Koh-Lanta est une émission de télévision, d'aventure et de divertissement. Point. Et attention, je vais vous dire aussi ce que ça n'est pas. Koh-Lanta n'est pas une émission de survie. Koh-Lanta n'est pas du sport. Si vous voulez une émission de survie, allez voir Bear Grylls. Ce n'est pas du sport. Si vous voulez du sport, allez voir du football, du basket, etc. Ce n'est pas une télé-réalité uniquement. J'aime beaucoup, moi personnellement, j'avais vu une émission dans laquelle ils différenciaient ce qu'on appelle la télé-réalité type Énergie 12 et W9, qui sont des télé-réalités scénarisées au plus haut point, et des télé-réalités qu'on appelle les télé-réalités du réel, qu'on appelle les télés du réel, qui sont, en fait, qui séparent les télés dans lesquelles il n'y a pas vraiment de scénario, dans lequel, donc, on peut classer Top Chef, Pékin Express, Koh-Lanta, etc. etc. Il y a aussi par exemple L'amour est dans le pré qui est catégorisé là-dedans. Ce sont des télés du réel parce qu'il n'y a pas une volonté d'absolu de faire du buzz. Même s'il y en a toujours parce que le montage fait que. Et ça c'est inhérent au montage en fait. Parce que si jamais il y a une bonne vanne, etc. Bah, ils vont la mettre et forcément bah, ça risque de faire du buzz. Mais en vérité, pour ceux qui suivent le chef en ce moment, par exemple, il y a des aventuriers qui sont très comiques. Des aventuriers, je vous dis ça, pardon, des chefs qui sont très comiques. Et c'est plutôt cool à suivre. Et ben dans Koh-Lanta, bah, c'est pareil, quand il y a quelqu'un qui fait plutôt une bonne vanne, bah, on la met. Et on va pas vous mettre des choses qui sont inintéressantes ou des moments de survie qui sont pas très divertissants. Puisque je le rappelle, ce n'est pas une émission de survie, c'est une émission d'aventure et de
divertissement. Souvenez-vous-en bien parce que ça, je vais y revenir, je vais m'appuyer souvent sur ça. Hein. Et voilà, il y en a qui vont me dire, mais on le sait ça. Eh bah bordel, il faut... j'ai hâte de marrer moi. Hein. Je me marre hein, parce que quand on me dit, on le sait, bah je suis désolé. Mais selon votre cas, il y en a beaucoup qui pensent que Koh-Lanta c'est un sport. Ah bah ouais, Koh-Lanta c'est un sport. Il y en a aussi qui pensent que Koh-Lanta c'est pure stratégie. Il n'y a rien d'autre que de la stratégie. Il y en a aussi qui vous disent que Koh-Lanta c'est juste de la survie, rien d'autre. Et il y en a qui vous disent que c'est de la télé-réalité, ou télé du réel si on est un peu plus positif, et rien de plus. Et il y en a qui vont vous dire enfin, et c'est la catégorie bien sûr de ceux qui connaissent Koh-Lanta et qui savent de quoi ils parlent, que Koh-Lanta c'est les 4 à la fois, et pour certains c'est évident, mais pour d'autres non. Et c'est ça qui crée la plus grosse haine en ce moment dans le jeu, c'est que on ne sait pas ce que les gens veulent voir à la télévision. Si jamais vous voulez voir une émission de Koh-Lanta, qui est une émission de sport, qui est une émission de survie, qui est une émission de divertissement, etc., etc., si jamais vous ne voulez qu'une seule de ces catégories, Koh-Lanta n'est pas fait pour vous. Il vous faut des émissions spécialisées avec un objectif précis. Koh-Lanta est une émission de divertissement qui a donc le but de divertir avec un jeu d'aventure et qui donc ce jeu d'aventure mélange tous les aspects que je viens de vous citer précédemment. Et le problème est que beaucoup imaginent que Koh-Lanta est une émission de sport. Et donc pour justifier mon propos, c'est-à-dire que quand on regarde la saison de Koh-Lanta au Cambodge, je vous le montre, pour la partie télé-réalité, eh ben, des grandes gueules, on a Dylan et Yves, d'accord? Ça marche très bien, nickel, on peut même rajouter Frédéric, puisque Frédéric et Yves, hein, ça y allait, etc. Plutôt sympa. En survie et en sport, on avait Yacine en survie, bien sûr, et un trio de sportifs qui était Dylan, Yacine et Vincent. C'est pas ma faute si le scénario de la saison fait que certains sont éliminés plutôt que d'autres. C'est comme ça, voilà, ils avaient qu'à faire des stratégies différentes et, comme je le dis souvent, avoir des alliances plus solides. Malheureusement, pour la plupart d'entre eux, Yacine, faut se rappeler qu'à l'époque, il avait décidé de faire un Koh-Lanta quasiment tout seul et d'avoir aucune stratégie et aucune alliance. Comment tu veux aller loin? C'est quand même compliqué de pouvoir espérer aller loin. Bref, en stratégie, avec Clémentine et Sandro, qui ne s'en cachaient quasiment pas, Clémentine, alors elle s'en cachait un petit peu Clémentine, hein, mais quand elle était au conseil, comme je vous l'ai dit, le tacle à Sandro, il était magnifique. Pour la télé du réel, donc avec des personnalités assez attachants, je vous place Frédéric, Mathilde, Corentin, Sébastien, bref, des représentants un peu du candidat normal, c'est-à-dire le candidat avec lequel on peut s'identifier, qui est assez normal, qui, voilà, c'est pas un survivaliste, comme je vous le dis, c'est pas quelqu'un qui a un aspect du sport, c'est pas un gros stratège, ce sont juste des aventuriers qui sont là pour se dépasser. C'est ni Superman, ni Wonder Woman, mais ils sont simplement venus là pour se découvrir et voir s'ils en sont capables. Et il faut le rappeler que Koh-Lanta, pour les premières saisons, dans les portraits, c'était quasiment la motivation de tous les aventuriers, au-delà d'un motif sportif. C'était de se découvrir et de savoir si on en était tout simplement capable. Et ça, ceux qui connaissent Koh-Lanta depuis des années, on le sait parce que les portraits à l'époque misaient tout sur le fait de se dépasser, le dépassement de soi. Et ça dépend de où on part. Si on n'est pas forcément un sportif de haut niveau, le dépassement il sera encore plus impressionnant. Moi personnellement, je vais pas dormir dehors en pleine pluie. Hein. Et ben le dépassement de soi, ce serait déjà d'aller dormir dehors sur le sol sous une cabane fabriquée, etc., etc. Et sous la pluie, est-ce que je tiendrai, etc. Ça, c'est les vraies questions qu'on peut se poser avant de partir. Et le seul moyen de savoir, c'est de le faire, tout simplement. Bref. Et en plus, d'autres aventuriers, parce que là je vous ai cité que les aventuriers un peu plus bankable, mais d'autres aventuriers qui représentent des profils différents, avec donc différents âges et différents sexes, qui permettent d'avoir une représentation très large, et donc à tous les téléspectateurs de pouvoir s'identifier, que ça soit des très jeunes, que ça soit des plus anciens, qui peuvent apporter leur expérience, des jeunes un peu plus leur fougue, etc. Bref, une saison dynamique, et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on veut dans Koh-Lanta. Et donc certains vont me dire, je le sais tout ça, tu m'apprends rien en fait, parce que je le sais moi que une saison de Koh-Lanta il faut qu'il y ait tout ça. Mais pourtant, je le vois chaque semaine et j'entends que c'est pas normal qu'il y en ait qui se fassent bronzer, que c'est pas normal que les sportifs n'aillent pas au bout du jeu, que ce n'est pas normal, etc. Ben si, c'est normal. Et je me cite à nouveau, pourquoi ? Parce que, retenez bien cette phrase, Koh-Lanta est une émission de télévision d'aventure et de divertissement, ce n'est pas une émission de survie, ce n'est pas une émission de sport, et ce n'est pas une télé-réalité uniquement. Point. Cette phrase, elle est magique, hein. Elle fonctionne dans tous les cas. Retenez-la bien. Koh-Lanta est une émission de télévision d'aventure et de divertissement. Ce n'est pas une émission de survie, ce n'est pas une émission de sport, et enfin, ce n'est pas une télé-réalité uniquement. Point. Ouh, c'est les 4 à la fois. Voilà. Déjà, avec ça si jamais vous avez compris ça, normalement, je dois plus jamais entendre que les sportifs doivent forcément gagner Koh-Lanta. Je ne dois plus l'entendre. Parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai.
Parce que sinon, et c'est ce que je vais vous mettre là, c'est que l'objectif de Koh-Lanta, c'est pas de faire gagner le plus sportif de la saison. C'est pas l'objectif de faire gagner le meilleur survivaliste. C'est pas l'objectif de faire gagner le plus stratège. Et c'est pas non plus l'objectif de faire gagner celui qui est le plus divertissant et le plus drôle à l'écran. Le but, c'est de faire gagner celui qui est le plus cohérent sur les 4 aspects. Et c'est là où c'est très fort Koh-Lanta. Et c'est là où on trouve notre divertissement pour ceux qui aiment Koh-Lanta. Je m'explique. Dans la partie en équipe, les performances sportives peuvent pénaliser une équipe. C'est-à-dire un élément plus faible, pénalise l'équipe, donc on est censé le virer. Sauf rares exceptions, Ahmad par exemple, qui ne sachant pas nager, arrive à rester dans le jeu grâce à sa stratégie. Une stratégie qui n'aurait jamais dû marcher mais qui marche, il faut quand même le reconnaître, mais franchement, quand tu ne sais pas nager, normalement tu ne devrais pas pouvoir mener une stratégie comme il l'a fait, et pourtant il y arrive. Cette période sert à consolider les personnes autour de soi pour plus tard compter sur eux lors des votes individuels. Puis, passage en individuel, le sportif reste le principal, car on peut se sauver dans les épreuves. Le meilleur exemple, c'est Théoura, qui a fait des saisons dans lesquelles il s'est sauvé quasiment que sportivement, ou Maxime, où il se sauvait à chaque conseil grâce à ses exploits sportifs l'année dernière. Et dans les deux cas, il y a soit deux possibilités. Soit tes alliances du début, elles tiennent. Donc par exemple, c'est parfait, ça va te protéger, peu importe tes performances sportives, même si c'est très fort, on va pas vouloir t'éliminer parce que t'es soit le leader de la stratégie, soit voilà, t'es bien protégé par tes alliances et par le nombre de votes que tu peux amener avec toi, ou par ta sympathie. Je pense en particulier à Claude par exemple, qui est un excellent exemple de ce point-là, ou alors Moussa, qui a aussi souvent été plutôt apprécié dans ces saisons, même s'il est très caractériel, il faut s'en souvenir, et qui a su souvent s'entourer, et ça c'est plutôt un avantage. Ou alors par l'alliance, et là pas d'alliance du tout, voilà, il n'y a pas d'alliance, et donc c'est en mode mission impossible, tu vas jusqu'au bout en essayant de gagner les épreuves, avoir des avantages, etc. Et là par exemple c'est l'exemple de Maxime, ou c'est l'exemple de Grégoire à l'époque, qui sentant qu'ils étaient condamnés par rapport soit à un nombre d'aventuriers trop faible de leur équipe, donc ils ne peuvent pas mener de stratégie, ou en tout cas pas d'atomes crochus avec d'autres aventuriers, les cas sont très particuliers à l'époque, et à l'époque de Grégoire il n'y avait pas de collier, je le rappelle. Et bien là ils sont en mode mission impossible, et forcément à la première incartade ils sont éliminés. Et selon les immunités, le rapport performance-immunité, sociabilité, les avantages, les colliers ou autres, parce que ça il y a plein d'avantages, par exemple un vote contre quelqu'un, et ça, machin, un clash imprévu, par exemple un clash pour le courrier, etc. Je me souviens par exemple de l'élimination de Mohamed par exemple, qui était absolument pas prévu, et qui, à cause de ses prise de position, se retrouve sur la sellette et est éliminé dès l'épisode où ça se déroule. Je parle de Mohamed, pas le Mohamed très connu, je parle de celui qui était avec la chèvre, je parle du Mohamed de la saison avec Maxime. Des clashs au mauvais moment, bref, les choix sont faits. C'est ça Koh-Lanta. Koh-Lanta, comme je viens de vous le dire, vous voyez, il n'y a pas que du sportif, il y a de tout. Il y a aussi bien, comme je vous l'ai dit, du social, il y a du divertissement, il y a des choses comme ça, etc. etc. Et c'est là où j'en arrive. Le c'était mieux avant. Alors le c'était mieux avant. Donc avant, ça veut dire que avant 2016, parce que je reprends ma date de 2016, ça se jouait au mérite, et donc c'était vraiment le mérite. Il n'y avait pas, ça veut dire que tout ce que je viens de vous citer là, ça n'existait pas. Avant c'était les meilleurs en équipe doivent rester, puis ensuite on passe en individuel, les meilleurs en individuel doivent rester, et enfin ça se joue entre les meilleurs à l'épreuve d'orientation. Voilà, ça c'est la saison de quelqu'un qui veut une saison sportive, sauf que Koh-Lanta n'a jamais été ça, et je vais vous le prouver. Pourquoi? Alors je m'éclate. Koh-Lanta Palawan 2007, quand même 2007, on est en 2020-2007, donc on va me dire c'était mieux avant. J'ai pris un exemple au hasard, je les ai tous regardés, et ça marche pour à peu près tous. Mais alors celui-là, c'est un classique, c'est un bonheur de mérite. Alors écoutez bien, Grégoire est éliminé au milieu du jeu. Il y a une magouille pour son retour, avec une deuxième chance avec un aventurier qui abandonne. C'est ça, vous l'avez bien poussé au cul pour qu'il abandonne. Bref, des magouilles pour son retour, une deuxième chance et une redéfaite. Victoire de Jade à l'arrivée, mais attention, qui c'est qui gagne avec lui? Parce qu'à l'époque il y avait des co-vainqueurs et c'est Kevin qui gagne avec elle. Et Kevin, il faut le savoir, il faisait de l'anti-jeu à l'époque, puisque si vous vous souvenez de cette histoire absolument affreuse dans laquelle il affronte Grégoire avec Jade, Grégoire tombe, et donc Kevin ne veut pas affronter Jade jusqu'au bout, c'est bon, Grégoire est tombé, il tombe. C'est pour moi l'anti-sportif comme ça, c'est quelque chose que je déteste personnellement. Mais parce que c'est anti-sportif, parce que c'est juste en dehors des valeurs de Koh-Lanta. Et pas du tout dans les valeurs de sportivité qu'on aimerait voir. Parce que c'est des valeurs qu'on a envie de voir. Et là, sur l'épreuve, avoir des aussi basses valeurs, c'est quelque chose de pour moi qui me débecte. Et ce mec-là, il a été en finale de Koh-Lanta. Et oui. Donc, à l'époque, j'aime bien qu'on me dise c'était mieux avant. Ah ouais, c'était vachement mieux avant. Je reprends. Koh-Lanta Palau 2009, l'élimination de Freddy avant la demi-finale, avant la réunification, pardon. Et une magnifique finale, Patrick
Christina. Ah ouais, c'était vachement au mérite. Même si j'ai rien contre Christina et que personnellement Patrick, je l'aime énormément. Je trouve que il m'a fait mourir de rire. Il était super drôle. En plus, il vient de ma région, donc j'aime beaucoup. Moi, il me faisait mourir de rire avec des vannes, le Pat comme il l'appelait et tout. Moi, je l'adore. Moi, personnellement, c'est un de mes aventuriers préférés. Au-delà de que par contre, c'est pas un bon aventurier. C'est juste que c'est un excellent candidat. Il était très drôle, très attachant à l'époque, moi je le trouvais génial, mais n'empêche que c'était pas une finale très mérite, parce que sinon, que fait Freddy? Comment ça se fait que Freddy soit pas en finale? C'est pas normal ça, c'est pas très mérite tout ça, mais c'était mieux avant d'après les gens. Et Raja en pâte 2011, saison considérée comme par beaucoup comme la meilleure saison de tous les temps. Bon, un Koh-Lanta de légende, faut le reconnaître, hein, il y a du Théoura, du Martin, du Laurent, etc. etc. Et c'est qui gagne? Et c'est qui gagne? C'est Théoura? Ah bah non. Et pourtant, on pourrait me dire, Théoura, il va quand même jusqu'en finale, hein. Théoura, il va jusqu'en finale. Et pourtant, il perd contre Gérard. Ah bah, vachement mérite, hein. Quel mérite. Alors, Gérard fait une saison tout à fait digne. Personnellement, moi, je trouve que, même si, effectivement, Théoura aurait potentiellement dû gagner, mais à l'époque, il n'avait pas une véritable bonne alliance, il ne gagne pas. Et bah, voilà, ça s'est pas joué au mérite. Bah, pourtant, d'après les gens, c'était déjà mieux avant, parce qu'avant, ça se joue au mérite. Bah ouais, mais là, Gérard face à Théoura, je suis pas sûr que beaucoup, aujourd'hui avec le recul, se diraient que Gérard est un meilleur aventurier. Et mérite plus, pardon, que Théoura. Et oui, donc vous avez bien entendu, c'est Gérard qui a gagné. Mais d'après les gens, donc c'était tellement mieux avant. Bon, je vais quand même pas faire je vais quand même modérer mon propos. Pourquoi? Parce que il y a quand même eu des finales au mérite. Je m'explique. Par exemple, il y a le génial Koh-Lanta Vietnam en 2010, avec Philippe, Claude et Wafa en finale. Ça c'est vrai, faut reconnaître, là c'était une finale de rêve quasiment. Parce que Wafa s'était beaucoup illustrée dans cette saison, même si pour moi elle est un peu surcotée parce que c'est pas forcément une des meilleures aventurières de tous les temps, mais elle est une très bonne aventurière. Claude, Claude, vous connaissez, et Philippe qui était un excellent aventurier de cette saison, très populaire, très sympa, qui a pas du tout démérité, qui a été toujours assez digne et assez décent sur les épreuves. C'est une super finale, moi en tout cas j'en garde un excellent souvenir. Et ou Caramoan par exemple, qui est une super finale aussi. Les 3 derniers sur les poteaux sont au top. T'as Christelle, qui est une super fille de l'époque, moi je la trouvais super douée, je sais pas ce que vous en pensez. C'est sûr que c'est pas Jade, hein, mais elle faisait une super performance. Bertrand, bon bah génialissime, vous le connaissez. Et on avait aussi Frédéric, qui était victorieux sur des épreuves de confort et immunité au cours de la saison. Donc celle-là, c'est pas loin de quand même la preuve parfaite qu'on peut avoir un Koh-Lanta au mérite. Sauf que, malheureusement, je suis obligé de le dire, il s'est pas joué au mérite ce Koh-Lanta. Il s'est joué au mérite ce Koh-Lanta? C'est une première nouvelle. Ah bah, première nouvelle. C'est un Koh-Lanta dans lequel il se joue par couleur. Stratégie de couleur. Bah ouais, stratégie de couleur. Dans lequel tous les rouges sont éliminés les uns après les autres, il ne reste que les jaunes, et donc à la fin, forcément les plus forts des jaunes finissent par rester, parce qu'ils ont créé des alliances plus fortes, et donc voilà, tout simplement. Et donc si les plus forts jaunes avaient été chez les rouges, on peut imaginer peut-être qu'ils auraient été éliminés plus tôt. Stratégie de couleur, fin. Donc, à l'époque, pas de collier d'immunité, donc pas de possibilité de faire un retournement de situation comme on le ferait aujourd'hui, pas de suspense. Donc effectivement c'était peut-être mieux avant sportivement, là dans cette saison on va dire que ça marche, mais ça marche parce qu'à l'époque les stratégies ne pouvaient fonctionner que dans un seul sens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un retournement de situation, c'est-à-dire quelqu'un qui se retourne contre son équipe de base, en fait ça pouvait jamais se retourner. Et aujourd'hui grâce au collier d'immunité, ça permet de pouvoir faire ça. Bref, je pourrais continuer la liste pendant très longtemps, mais je vais donc regarder le coin télé-réalité. Parce que depuis 2016, avant 2016 pardon, il n'y avait jamais de candidat type télé-réalité. Ça n'existait pas. Et j'ai hâte de vous montrer ça.